nous on est là, on a envie de vivre de notre boulot parce que c'est bien ce qu'on fait, on est heureux de le faire et on a envie de pouvoir continuer à le faire. Mais quel jeune futur paysan a 1 million d'euros à mettre sur la table et a envie de se retrouver pris à la gorge par des banques? Un paysan se suicide tous les 2 jours, c'est la non-solution. On ne voit pas d'autre solution que ça et la seule solution, c'est de sortir de la vie. Jeune, on en rêve, adulte, on en crève. Chez moi, c'est pas grand. On a mes 2 serres de culture qui représentent 500 mètres carrés. On appelle ça des serres non chauffées, des abris froids. Voilà. C'est des carottes. Celles qui ont du coup été semées en novembre. Dans quelques semaines, ce sera plein. Il y en aura de partout. Il y a un gros souci avec l'agriculture actuellement. C'est pas temporaire, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui se voit surtout dans le revenu paysan, mais dans plein d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de rejoindre la FNSEA et les JA, qui sont les structures les syndicats qui ont appelé à cette manifestation. L'augmentation des charges, elle est juste pas absorbable en fait. Et pareil pour les charges en élevage, typiquement sur de la poule pondeuse. On a vu là avec justement la guerre en Ukraine, etc. L'aliment pour les bêtes, l'aliment céréalier pour les poules pondeuses, il s'est envolé. L'année dernière, ça valait autour de 220-240 € la tonne. Et cette année, ça a commencé à ces prix-là. Et là, on est arrivé à 320-340 €. La part qui est restée pour les agris en termes de recettes, enfin en termes de revenus, elle a forcément diminué. Et si on augmente derrière nos prix, en fait, on ne vend plus nos produits. Si on vend en vente directe, on doit justifier cette augmentation des charges auprès des gens et tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort-là et à nous suivre. La première chose sur laquelle les gens ont rogné, c'est l'alimentation, dans le sens où il y a eu une baisse de la consommation en bio assez rapidement quand il y a une inflation sur les produits alimentaires. Le marché du bio s'effondre. La chute a débuté après le confinement. Elle s'est accentuée avec l'inflation. Ce magasin est géré par une coopérative. Il lui manque 150 000 € de chiffre d'affaires. Même constat chez ce producteur de lait. Nourrir ses vaches à l'herbe le protège de certaines hausses de prix. Mais le lait bio est aujourd'hui mal payé parce qu'il ne se vend pas. Benoît va perdre 20 000 € par rapport à l'année dernière, l'équivalent de sa rémunération. Je suis liée à la Confédération paysanne. Le principal axe de ce syndicat, c'est l'agriculture paysanne. C'est surtout mettre l'agriculteur ou l'agricultrice au centre de son exploitation, que la personne puisse faire ses propres choix en termes de technique, en termes de taille d'exploitation. Nous, on a des exploitations qui sont comme la mienne, très petites, ou des exploitations qui sont beaucoup plus grosses. L'important, c'est que ce soit la personne qui soit au centre et qu'elle fasse effectivement ses choix. Je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait un mouvement de revendication qui dise voilà, nous on est là, on a envie de vivre de notre boulot parce que c'est bien ce qu'on fait, on est heureux de le faire et on a envie de pouvoir continuer à le faire. Si tous les paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices européens arrivent à se faire entendre assez pour qu'il y ait typiquement une augmentation des prix planchers, des renégociations avec la grande distrib, ou toutes ces choses-là, ça serait vraiment chouette qu'on en arrive là, quoi. Mais qu'on traite le fond du problème, qu'on ne traite pas les symptômes qui y sont liés, quoi. Effectivement, il y a des normes et elles peuvent être lourdes à mettre en place, mais les normes, elles permettent de produire potentiellement une agriculture de meilleure qualité, une alimentation de meilleure qualité et de mieux respecter l'environnement. Et le problème en soi, pour nous, c'est pas les normes, c'est comment on accompagne les agriculteurs, les agricultrices dans la mise en place de ces normes-là. L'État a ouvert énormément de zones pour ces mesures, mais n'a pas mis l'enveloppe financière derrière. Et du coup, s'il n'y a pas cette enveloppe financière, il n'y a pas non plus les moyens humains. Alors qu'il y a énormément de paysans et paysannes qui sont volontaires pour rentrer là-dedans. It all began in 1962 when European leaders created the Common Agricultural Policy, or CAP.
The goal was to ensure plentiful and affordable food for Europeans, while making sure farmers enjoyed fair living standards. Typiquement, le problème de la PAC, en fait, c'est qu'on vient compenser un revenu qu'on n'a pas avec de l'argent qui vient de l'extérieur, en fait. Et ça, c'est pas une solution en soi, en fait. Le problème, c'est que le paysan, il devrait pouvoir vivre de son travail et de son revenu sans recevoir des aides de l'Europe, ou en tout cas recevoir des aides qui lui conviennent. Et à nouveau, c'est aussi ce truc de... on nous met à chaque fois dans une position de demander, de quémander cet argent qu'on ne gagne pas par ailleurs. Donc en fait, il y a aussi des agriculteurs qui auraient le droit à certaines aides, qui ne les demandent pas parce que, enfin, de la même façon qu'il y a des gens qui ont droit au RSA ou à des aides extérieures, qui ne les demandent pas, mais parce que, en plus du travail qu'on a à faire sur nos fermes, effectivement, il y a des paperasses énormes à faire. Là, avec la nouvelle PAC, on va contrôler des parcelles avec des drones pour regarder si effectivement on fait bien les choses à ce moment-là. Ce nouveau composant, qui s'appelle Système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, bénéficie en fait d'évolutions technologiques. D'une part, on a des images satellites qui permettent de voir ce qui se passe sur le sol. Et l'autre évolution technologique qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est tout un système de contrôle et de contrepartie qui sont assez énormes rapport à ce qui est possible de faire pour des agriculteurs et agricultrices. Ah ben regarde, là il y a un romanesco qui est à peu près prêt. Hop. Ça c'est cool. Bichette, il est tout... Ça on le vend pas. Ouais, oui, bah oui. Carrefour ils veulent pas, je crois. Non, c'est ce que j'ai laissé pour moi. Parce qu'il faut bien se nourrir aussi. Ouais. Pourquoi le représentant des agriculteurs, c'est un industriel ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Tous les matins, alors en fonction de la journée, je passe un petit moment au bureau et c'est le moment de la collecte d'informations. En gros, je vais collecter des informations à caractère économique. Je commence toujours par regarder le marché. J'ai un logiciel de gestion de mon parcellaire sur lequel je viens saisir l'ensemble des interventions que j'ai fait la veille, y compris pour un aspect économique et comptable, puisque je suis capable de dire ce que me coûte ma production. Quels sont les intérêts que défendent ces personnes-là ? Il y a un bouquin super intéressant qui est paru et qui a eu le prix Albert Londres récemment, qui s'appelle « Silence dans les champs », et qui revient vachement là-dessus, de se dire, mais en fait, il y a beaucoup de fédérations qui sont dirigées par des personnes qui sont plus vraiment agriculteurs, quoi, qui sont à la tête d'énormes structures, qui sont effectivement les structures qui vendent, qui vendent à l'international et qui ont tous leurs intérêts dans des traités de libre-échange, etc. Si le productivisme agro-industriel et le modèle agricole dominant en Bretagne comme en France ont contribué très largement au dynamisme économique de la Bretagne, de la France, à leur balance commerciale, entre autres, ils entraînent en même temps la disparition des paysans et imposent à ceux qui restent un impératif de compétitivité qui les pousse parfois à bout. Typiquement, si on prend les lois, les normes biosécurité, qui sont des normes qui sont décriées dans tous les sens, ces normes-là, elles sont faites pour des fermes-usines. Le problème, c'est qu'on vient demander à des agriculteurs, agricultrices qui sont sur des élevages beaucoup moins intensifs, avec beaucoup moins de têtes de bétail, d'appliquer les mêmes normes. C'est des demandes qui sont vraiment très conséquentes pour des petites exploitations plein air. Il y a des élevages dans le sud de la France qui sont des élevages très extensifs en montagne, où les cochons là pâturent librement sur des hectares et des hectares. Ils ne peuvent juste pas mettre ça en place, c'est impossible. Ça veut dire arrêter ces modes d'élevage-là, avec l'illusion de pouvoir effectivement arrêter les bactéries aux portes de notre grillage ou même derrière le mur en béton d'une ferme. On ne peut pas commercialiser la viande de porc à l'international s'il y a des cas de peste porcine. Et du coup, on se retrouve avec des normes appliquées à tous les élevages en France, alors que c'est des normes qui ne concernent finalement que des élevages qui vont vendre à l'international.
Ce qu'on voit sur les routes, c'est pas forcément les gros céréaliers qui vivent plutôt bien parce que ils sont rentrés dans un système qui leur convient à eux, dans le sens où c'est pareil, on voit pas les gens qui sont propriétaires de fermes-usines, qui sont des industriels, pour qui les lois sont faites en fait. Ce qu'on voit, c'est des gens qui sont finalement sur des petites et moyennes structures. Moi, j'ai beaucoup plus de points communs avec les agriculteurs qui sont à la Fédé autour de moi, qui sont pareils sur des petites structures, que eux ont de points communs avec leurs dirigeants. En fait, on se retrouve avec un syndicat majoritaire aussi aujourd'hui qui fait les lois avec le gouvernement et qui les fait depuis 50 ans, avec des industriels à la tête au lieu d'avoir des agriculteurs. Comparaison bête, mais c'est comme si à la tête du syndicat principal des menuisiers, il y avait les dirigeants d'IKEA. Et en fait, on ne défend pas les mêmes intérêts. Il faut installer des paysans et des paysannes pour nourrir le pays demain. Et la solution, elle est justement dans l'agriculture paysanne. Elle n'est pas forcément dans des solutions ultra technologiques ou alors, justement sur des technologies qui rentrent dans les fermes ou même sur, là on le voit avec Gaïa dans le sud de la France, qui sont ces espèces de fermes verticales qu'on nous vend comme le futur. C'est pareil, la viande in vitro, c'est pas une solution agricole, c'est pas une solution paysanne, c'est une solution industrielle. C'est le mesclin que je récoltais là cet automne. Là on a de la roquette, là on a de la moutarde rouge, du mizuna. Ça fait un petit mélange qui pète bien. C'est un métier, on va pas se leurrer, qui attire pas forcément les jeunes. Mais c'est aussi le fait qu'il y a des candidats à l'installation. Mais en fait, cette installation, c'est un parcours du combattant. Il y a une pression foncière où qu'on soit. C'est difficile de trouver du terrain. C'est difficile de faire les investissements qui sont nécessaires à l'installation, parce que quand on cherche à reprendre une ferme où il y a effectivement énormément de mécanisation, où il y a typiquement sur de l'élevage des robots de traite, etc., si des fois il faut mettre plus 1 million d'euros sur la table en fait. Quel jeune futur paysan a 1 million d'euros à mettre sur la table et a envie de se retrouver pris à la gorge par des banques? C'est plus les JA, les jeunes agriculteurs, qui sont sur les routes que la FNSEA. Parce qu'il y a un vrai mal-être justement au niveau des jeunes agriculteurs. Et on a vu des slogans jeudi, jeunes on en rêve, adultes on en crève. Un paysan se suicide tous les 2 jours. De fait, c'est dramatique, c'est dit dans l'énoncé. Mais c'est représentatif d'un mal-être et d'une espèce de dissonance cognitive entre, à nouveau, ce rêve que représente l'installation agricole et la réalité. Il y a des agris qui voient jamais le bout du tunnel parce qu'ils ont tellement de charges à rembourser qu'ils peuvent plus bosser plus parce qu'ils sont déjà à 70 heures par semaine. Et en fait, ils se payent un copec à la fin. Et il n'y a pas de... Le suicide, pour moi, c'est... Enfin, et pas pour moi, le suicide, globalement, c'est la non-solution. On ne voit pas d'autre solution que ça, et la seule solution, c'est de sortir de la vie. Propriétaire de l'exploitation, Vincent s'est suicidé avec une arme à feu, sur ses terres, à 52 ans, laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants. Surmené, Thierry s'est suicidé, ne supportant plus la pression de son exploitation. Je me suis aperçu que le silo qui était fermé, était ouvert. Et là, je me suis dit, il est là. Je suis couru en haut de l'échelle, j'ai sauté dans le silo, et c'était trop tard. Beaucoup trop tard. C'est des métiers qui pourraient être super épanouissants, mais on les a vidés de tout leur sens, on les a vidés de tout ce qui a fait le rêve, en fait, d'être au contact du vivant, de maîtriser son outil et de produire une alimentation de qualité. Parce que je pense pas que les paysans et agriculteurs qui se suicident aujourd'hui, c'est pas les gens qui sont fiers de leur boulot, c'est les gens qui ont plus le choix, en fait, qui se sont fait voler, entre guillemets, leur outil, leur perspective et un peu leur vie, quoi, qui se retrouvent esclaves d'un système
pour lequel à la base ils n'avaient pas signé en fait.